Bien le bonsoir, Total Dimanche. Voici le sommaire de cette édition. Exceptionnellement, nous démarrons cette édition par l'actualité sous-régionale avec bien entendu la présidentielle guinéenne. Les premières tendances sont attendues dans quelques heures. Le duel Alpha Condé-Cellou Dalein Diallo devrait livrer ses secrets dans les prochaines heures. Scrutin est relativement calme dès l'ouverture des bureaux. Mais la tension de ces derniers mois couvre toujours. Alassane Samba Diop, notre envoyé spécial, nous en dit plus dans quelques instants. Confraternellement fait un arrêt ce soir sur les écarts de langage qui polluent le champ politique. Le journaliste formateur Ibrahim Bakhoum est notre invité. Coin éco, parfum de pollution en haute mer, la question des licences de pêche trouble les eaux. Nous tenterons d'y voir plus clair avec l'invité de ce soir, Abdoulaye Ndiaye, chargé de campagne Océan à Greenpeace, et il s'entretiendra avec Mamadou Ndiaye. Bouillon Culture, Stéphanie Degan épouse le principe senghorien, une haïtienne dakaroise, mais dont les racines sont bien profondément ancrées dans les valeurs culturelles de son pays d'origine. Elle est notre trait d'union culturelle de ce soir. Tranche de vie et lébou ce soir, immersion chez un ancien pêcheur de 90 ans. Au moment où la pêche artisanale traverse la houle, Mamadou Fall nous plonge dans la réalité du quotidien avec un brin de nostalgie. Le portrait de ce dimanche, la plante qui défie tous les vents, le bambou, peu exigeant et très généreux. Kessendour sera avec nous pour nous en dire plus dans la deuxième partie de notre magazine dominical qui se referme avec les trucs et astuces de Ndeye Nancy Diouf pour passer une bonne semaine après un bon week-end avec, comme tous les dimanches, un partage d'expériences. Bienvenue à tous. Cap sur Conakry, Alassane Samba Diop est en ligne avec nous pour nous faire le point de la situation en Guinée, une heure après la fermeture des bureaux de vote, une présidentielle sous tension depuis, vous le savez, la modification contestée de la Constitution par référendum en mars, modification qui aujourd'hui a permis au président sortant Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Alassane Samba Diop, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Alassane, à la fermeture des bureaux de vote, quel visage offre ce soir Conakry? Un visage calme, très calme Khalifa Diakhaté. Conakry offre un village de dimanche ordinaire où les électeurs sont sortis massivement voter dans la mi-journée. Ce matin, il y avait quelques gouttes, ils venaient à compte-gouttes, mais dans l'après-midi, ils ont pris massivement les bureaux de vote, ils sont votés. Dans la banlieue, l'affluence est assez consistante dans les bureaux de vote. Nous avons assisté à un dépouillement dans un bureau de vote là où le président avait voté. Le dépouillement se poursuit dans le calme. Les observateurs sont sur place. Ceux aussi qui doivent aussi, les représentants des partis politiques aussi sont dans les bureaux de vote. Le décompte se fait en ce moment même dans certains bureaux de vote ici à Conakry. Donc la tension qui a été redoutée pendant cette journée n'est pas encore là. C'est calme. Il faut toujours prendre les choses avec des pincettes ici en Guinée. Ce qui veut dire très clairement qu'aujourd'hui, c'est calme. Très bien. Alors Alassane Samba Diop, 12 candidats sont en lice, mais le duel Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé sort du lot. Après 2010 et 2015, voici donc le troisième face-à-face de ces deux hommes. Et quel est donc l'enjeu principal de part et d'autre? L'enjeu pour Alpha Condé, c'est bien sûr de prolonger son bail avec la population guinéenne, avec la Guinée. Elle a déjà fait 10 ans, 2 mandats. Vous l'avez dit dans votre propos. Il y a une modification de la Constitution qui est contestée par l'opposition, qui s'est réunie dans le cadre de l'FNDC. Après, certains membres de l'FNDC ont boycotté l'élection. Cellou Dalein Diallo, l'UFDG a décidé d'y aller. Pour Alpha Condé, c'est pour continuer les travaux qu'il est en train de faire en Guinée. Il a toujours insisté en disant quand il prenait le pouvoir en Guinée que la Guinée n'était pas un État. C'était juste un pays où il fallait faire tout, reprendre tout. Mais les défis sont énormes en Guinée ici pour Alpha Condé parce que c'est un pays aujourd'hui qui est très riche en sous-sol potentiellement, mais très pauvre en termes de développement humain. La Guinée a toutes les potentialités, mais c'est un pays complètement dans la rue, comme on dit, à la rue, comme on dit, parce que le pays n'a pas les moyens de s'en sortir. Il a quand même pu avoir l'électricité. Quelques hôtels ont été construits à Conakry. Ça fait partie des bilans qu'il fait observer à toutes les personnes qui disaient que la Guinée sous Alpha Condé n'a pas avancé. Ce sont des arguments qu'il a avancés en projetant, en disant qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours avec les mines de Simandou, entre autres la bauxite aujourd'hui qui sera exploitée en Guinée. De l'autre côté, Cellou Dalein Diallo, c'est son troisième face-à-face avec Alpha Condé. Si Cellou Dalein passe
c'est l'alternance qui va se réaliser en Guinée. S'il ne passe pas, il risque d'avoir des contestations dans son parti parce que c'est la troisième fois qu'il va se mettre en face de Alpha Condé qui n'aura pas réussi. L'enjeu pour lui, c'est de venir au pouvoir. C'est tout ce qu'il a fait comme mobilisation avec des militants qui sont là un peu partout à Conakry et aussi dans les autres villes, attendre les résultats. Pour le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le calme, mais l'enjeu pour les deux, et celui de l'Angelo, c'est un technocrate, il estime qu'il est un libéral, qu'il est là pour faire développer davantage son pays. Alpha Condé, tout le monde sait, c'est un animal politique. Depuis Sékou Touré jusqu'à Alassane Conté et les Davis Camara, il a eu à ferrailler avec tous ceux qui étaient au pouvoir. Mais aujourd'hui, c'était estime que Alpha Condé est un peu âgé, mais tout cela, ce sont les Guinéens qui vont le décider. Il a 82 ans, il se dit candidat, je le rappelle, de la jeunesse, mais également des femmes. Alassane Samba Diop, vous l'avez dit également, le dépouillement est en cours dans les 43 circonscriptions, donc ce n'est pas encore bouclé. Du coup, on ne peut pas encore avoir une petite idée des tendances qui se dessinent déjà. Mais à ce moment, on ne peut pas dire grand-chose par rapport aux tendances. Contrairement au Sénégal, où les journalistes étaient dans les bureaux de vote, comptés avec les observateurs et les assesseurs le nombre de cartes d'électeurs qui sont dépouillées. C'est interdit ici à Conakry. La CENI a sorti communiqué avec le gouvernement en disant que la CENI a 72 heures pour donner les premières tendances. Donc aucune radio, aucune presse n'a le droit de parler des tendances. Ce qui se passe, que dans les bureaux de vote, les gens sont en train de continuer à décompter. On ne sait pas encore comment ça va se passer d'ici demain. Peut-être on pourra avoir les premières tendances à partir de demain, les tendances provisoires. Très bien. Alors, pour terminer, Alassane Samba Diop, et vous l'avez évoqué tout tantôt, la Guinée, on ne peut pas en parler sans trop parler de ses énormes potentialités. Alors, quels sont les principaux défis qui attendent le prochain président de la République de Guinée? Des défis énormes, Khalifa, parce que la Guinée est considérée comme étant le pays potentiellement le plus riche, peut-être d'Afrique de l'Ouest, sinon de l'Afrique, mais l'un des pays les plus pauvres du continent. Ici en Guinée, la misère ne se compte pas, il n'y a pas de classe moyenne pratiquement en Guinée, il y a des gens extrêmement riches, d'autres extrêmement pauvres. Les défis sont énormes sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan du développement humain, sur le plan industriel, tout est à faire. Si vous venez à Conakry, les routes sont complètement défoncées, vous avez de mal à passer, parce qu'il n'y a même pas de route dans Conakry qui correspond à la ville phare de la capitale de ce pays. Énormément de potentialités, mais un pays qui a énormément de difficultés à s'en sortir, qui a trop de problèmes. Le prochain président aura peut-être à cœur de réaliser davantage les infrastructures pour la Guinée, les hôpitaux, l'école, l'éducation, la santé, entre autres, les défis industriels. La Guinée est vous savez que le monde Simandou, le fer de Guinée, c'est l'un des meilleurs fers au monde. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des Chinois qui ont signé des contrats avec la Guinée pour exploiter ce fer-là. Toutes ces potentialités, les potentialités de la Guinée sont énormes, hydrauliques, hydriques, les potentialités humaines. La diaspora guinéenne, c'est l'une des diasporas la mieux formée au monde. La plupart des Guinéens sont dans les universités, les grandes universités à travers le monde, mais elle est dispersée. La Guinée aurait pu récupérer tout ce potentiel humain, construire son pays dans l'unité pour faire avancer la Guinée. Et si la Guinée aujourd'hui arrive à s'en sortir, certains même ici pour un peu essayer de dire aux gens combien la Guinée est potentiellement énorme, combien la Guinée est potentiellement un pays qui doit développer, que les gens seront obligés d'avoir des visas pour venir en Guinée, c'est pour montrer aujourd'hui combien ce pays a un potentiel énorme. Mais malheureusement, la Guinée estime que c'est un scandale géologique. Alors, Alassane, excusez-moi, je ne saurais vous quitter sans chercher à savoir un peu comment se déroulait le scrutin dans ce contexte assez particulier de pandémie de Covid-19. La pandémie, on a l'impression que la Guinée, ils ont tourné la page du coronavirus. L'essentiel, c'est très rare de voir les gens respecter ici les distances, les barrières, la distanciation sociale, les mesures barrières. Les masques, les gens en mettent peu. D'ailleurs, les résultats ne sont plus donnés par le ministère de la Santé par rapport au cas. On ne sait pas. On a l'impression que la Guinée a dépassé le coronavirus, bien malgré que la maladie soit là. Les autorités n'en parlent plus. Et la population elle-même a déjà abandonné les mesures barrières depuis longtemps. C'est à chacun de se débrouiller pour sauver sa peau. Merci beaucoup Alassane Samba Diop. Continuez à rester prudent comme vous l'êtes au quotidien. Merci Alassane Samba Diop, notre envoyé spécial de Immédiat à Conakry. Vous l'entendrez à nouveau à partir de 20h45 dans le cadre de la soirée électorale prévue sur cette antenne avec Hassan Gueye et Antoine Diouf autour des partis concernés, mais également de la société civile. Et nous retournerons dans cette édition en Guinée tout à l'heure pour revivre le scrutin de cette journée avec vous.
Nom d'oiseau, écart de langage, menace à peine voilée, une réalité qui rythme en ce moment la vie des hommes politiques au Sénégal. Des méthodes qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui trouvent bien leur explication quelque part dans un certain manque de culture politique, pour ne pas dire simplement de formation. Nous en parlons dans quelques instants avec le journaliste formateur Ibrahim Bakhoum, juste après ce sujet réalisé par Moussa Fall et Adamassa. Regardez. Les écarts de langage de nos hommes politiques ne datent pas d'aujourd'hui. Ce phénomène peut être analysé sous plusieurs angles, selon cet analyste politique. Il y a eu quand même des écarts dans le passé. J'ai vu une dame qui est toujours en politique aujourd'hui accuser un leader de son propre parti en parlant de sa maman, qui serait une castée. Mais de manière générale, ce qui explique les écarts de langage, c'est deux choses. D'abord, c'est un manque d'éducation. Vous savez, les hommes politiques ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des Sénégalais qui viennent de nous et qui y vont avec les tares de la société. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler l'impunité. Parce qu'il y a véritablement deux poids, deux mesures. Babacar John parle d'absence de formation de certains hommes politiques. Il y a ce niveau de formation politique. Ce niveau de formation politique. J'ai entendu le patron de l'école de l'APR parler un peu en comparaison aux militants de Sonko, en disant que oui, ces gens de Sonko-là, ils n'ont pas une formation politique. Ils sont toujours derrière leur clavier à faire des déclarations. Mais je crois que c'est la même chose, peut-être si c'est le cas au niveau de PASTEF, c'est la même chose au niveau de l'APR. Ces déclarations de Sow, du député Sow, sont beaucoup plus graves que tout ce qui pouvait être dit. C'est toujours dommage de voir, regrettable de voir donc des hommes politiques tenir certains langages. Mais je crois que quand on est du côté de la majorité, on devrait avoir raison gardée. Face à cette situation, la solution ne peut venir que de la justice ou de la presse. Je crois que la solution doit d'abord venir de la justice. Il faut que tous les actes diffamatoires, tous les discours qui portent atteinte à l'honorabilité des citoyens, qu'on les sanctionne, que ces discours-là viennent de l'opposition ou du côté du pouvoir. Ensuite, vous les journalistes, vous avez un rôle à jouer. Il faut censurer des gens qui racontent des bêtises dans vos caméras et dans vos micros. Si la définition de la politique est l'art de gérer la cité, force est de constater qu'aujourd'hui, les dérives sont devenues monnaie courante. Ibrahim Bakhoum, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a vu le sujet ensemble. D'abord, votre point de vue en tant qu'observateur sur cette façon de faire de la politique, une façon qui fait craindre un peu de l'irréparable, pour ainsi dire. Bonsoir Khalifa, bonsoir tout le monde. En fait, cette façon de faire de la politique ou cette façon d'être dans la politique, je pense que ces gens, ils sont plus dans la politique que de faire de la politique. Tout à fait. Si effectivement faire de la politique est considéré comme l'art de gérer la cité, mais également de chercher à améliorer les conditions de vie, ce qu'on voit, ce à quoi on assiste, ça n'est pas cela du tout. Donc ils sont maintenant dans la politique, c'est-à-dire que dans un mouvement... Mais ils ne font pas de la politique. Ils ne font pas de la politique du tout. Ils sont dans un mouvement où évidemment tous les coups, ils pensent que tous les coups sont permis, et effectivement ils s'en donnent à cœur joie. Et ce n'est pas bon pour la démocratie et ça n'apporte rien. Mais c'est dû simplement à ceci que, on leur donne trop souvent la parole dans les médias, mais également parce que, comme disait l'autre en citant le président Macky Sall, en fait, plus aucun parti n'a vraiment une école de formation de ses militants. Oui. C'est la massification, c'est du tout venant. Quand il y a du tout venant, évidemment, dans le tout venant, il y a tout. Forcément. Bon, forcément. Et donc, plus on en a, moins on a de qualité. Et ce qu'il y avait encore comme qualité a tendance à perdre effectivement de sa valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'envahissement par ce que je vais appeler la masse. En fait, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand il y a ça, finalement, ceux qui savent ont tendance évidemment à s'éclipser
parce que les autres ont fait être identifiés dans l'eau. Justement pour échapper à cela, parce qu'ils ne veulent pas être confondus avec les autres. Et en se taisant, ils donnent la possibilité aux autres de continuer encore à occuper l'espace, parce que les médias ont besoin de gens pour parler. Et ce qu'on va aller voir, c'est ceux qui savent faire du cinéma, ceux qui offrent du spectacle. Ce n'est pas bon pour la démocratie. Tout à fait. Mais ces dérives langagières peuvent venir aussi bien du côté du pouvoir que celui de l'opposition. Et il est rare que les condamnations soient unanimes. Ces politiciens seraient-ils quelque part des citoyens à part? Ils ne peuvent pas être des citoyens à part. Ils sont issus de nous, en fait, de la collectivité globalement. Vous savez, quand vous dites que l'opposition ou le pouvoir, c'est la même chose. N'oubliez pas que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, ils étaient dans l'opposition. Avec le même discours. Ceux qui sont dans le discours, justement, avec le même discours. Ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, c'est eux qui étaient au pouvoir. En fait, c'est la même chose depuis quelques années. Oui. Et plus on avance, plus il y a besoin de massification des partis. Et plus il y a besoin de massification, plus il y a du tout venant. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que l'école du parti n'a plus personne. Oui. Ensuite, les cadres ont tendance, effectivement, comme je disais tantôt, à se taire. Et ce qui arrive, on vous dit la justice devrait faire mieux. Bon, vous savez, il y a tellement de choses qu'on nous promet ici en matière de justice et on attend toujours. J'ai l'impression qu'il y a toujours des présents, il n'y a pas de lendemain. Oui. Et s'il n'y a pas de lendemain, ce qui se passe, c'est bon, écoute, les gens ont tendance à dire... C'est la politique événementielle. C'est la politique événementielle. Oui. Et quand il y a de l'événementiel, ceux qui font de l'événement ne sont pas forcément les plus... Vous savez, il y a une expression que j'avais l'habitude d'employer. J'ai dit, dans tous les partis on les trouve, il y a les faux cons et les vrais cons. Oui. C'est vrai. Oui. Et les derniers ne sont pas moins dangereux que les premiers. Donc, dans tout le monde dit non, ça a des faucons. Et j'ai bien envie d'écrire faucon de deux manières. F-A-U-X, con. Les faucons. Et ensuite, il y a les faucons et les faux cons et les vrais cons. Et quand vous avez cet ensemble-là, vous ne pouvez pas savoir exactement qui est qui. Et puisque les partis ont besoin que quelqu'un parle en leur nom, on avance des pions avec des gens qui n'auraient pas dû avoir leur place dans l'espace public. Mais les journalistes qui leur donnent la parole, parfois, j'ai envie de dire, pour certains d'entre eux, sont-ils mieux formés aussi que ces gens? Autrement dit, sont-ils mieux préparés politiquement? Parce que des fois, il faut être préparé politiquement pour savoir que ce discours-là, on ne doit pas l'amplifier. Tout à fait. Et quand on se met à l'amplifier, c'est du spectacle qu'on fait, quoi. Absolument. Mais un autre constat est que l'opinion est plus encline, bien entendu, à dénoncer les excès du pouvoir, donc plus encline à dénoncer ces excès que ceux de l'opposition. Alors, est-ce que, quelque part, de façon, disons, inconsciente, on n'accorderait pas à une certaine tolérance à cette dernière, à l'opposition? Oui, vous savez, comme on dit, il y a une tendance à toujours absoudre les fautes de l'opposition. Ça, c'est un truc comme ça. Alors, en fait, on a même parfois peur de les dénoncer. Alors qu'il faut les dénoncer quand c'est nécessaire. Parce que c'est des gens qui aspirent à prendre le pouvoir. Et quand quelqu'un aspire à prendre le pouvoir, c'est aujourd'hui qu'il doit montrer qu'il est effectivement capable de gérer un pays, mais également qu'il a l'étoffe intellectuelle, l'étoffe politique, mais également au plan même sociétal et social. Mais il faut que ce soit des gens fréquentables. Absolument. Donc leurs fautes d'aujourd'hui, on doit les aider à les corriger tout de suite. Comme ça, ils vont se bonifier au fur et à mesure et arriver au pouvoir, on espère que ça ne se passera plus de la même manière. Mais quand nous sommes dans une situation de règlement de compte, parce que le problème c'est ça, c'est que nous sommes dans une situation de règlement de compte. Pour un rien, on dit, hier c'est vous qui vous faisiez. Et d'autres disaient, avant-hier vous faisiez. Et il y a quelques années, je parlais à votre radio précisément en disant que quand les libéraux sont venus en 2000, on disait le PS n'a rien fait pendant 40 ans. Alors les autres disent le PDS n'a rien fait pendant ces 12 ans, etc. En fait, c'est du n'importe quoi. Dans les deux cas, on raconte des histoires aux Sénégalais. Ce n'est pas ça. Le pays ne peut pas avoir été le même. Se répète. Non, quand même, c'est pas possible. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de médias et de gens, effectivement, pour prendre la parole. Mais aussi, il y a les réseaux sociaux. Et parfois, les journalistes vont puiser dans les réseaux sociaux, où ça, parfois, c'est l'anonymat des gens qui n'ont pas de compte à rendre, enfin, qui n'estiment n'avoir pas. Ou même parfois des faux comptes. Et, carrément, c'est des faux comptes. Donc, voyez-vous, vous avez un faux compte, vous pensez que c'est Khalifa qui est derrière, ou même c'est quelqu'un. En fait, et parfois, c'est les mêmes. Vous avez, par exemple, vous voyez sur un truc, c'est 10 ou 15 personnes qui défilent. En fait, c'est la même personne qui revient plusieurs fois avec d'autres noms, etc. Et qui tient le même discours. Alors, et là, la responsabilité des responsables, des chefs de parti également, elle est très engagée. Parce que si
pourra quand même pas me dire que ces gens-là ne lisent pas les réseaux. Oui. De deux choses. Ou alors, ils les donnent publiquement. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a quelqu'un qui a 10 comptes, évidemment, qui veut dire ce qui n'importe, au moins, vous, responsables politiques, vous devez pouvoir vous dire, ceci que j'ai entendu, il faut que ça arrête. Et vous le dites publiquement. Et je ne vois pas pourquoi une radio, une télévision ou un journal refuserait de donner la parole à un responsable qui dit arrêtez ça, je ne veux plus. C'est valable pour le président de la République, c'est valable pour les opposants qui sont ici, c'est valable pour tout le monde. Il faut absolument que les chefs de parti alertent en disant ce que vous dites là n'engage que vous et ce n'est pas bon, arrêtez. Et si on commence à effectivement les rendre un peu impopulaires aux yeux de tous les militants, finalement ils vont cesser. Quoi. Plus de crédit. Il faut arrêter. Alors, si justement on lui accorde aux politiques, si on lui accorde, si vous voulez, la maîtrise de l'exercice, on peut bien dire que quand le politique parle, il communique, il cherche à communiquer, à faire passer son message. Donc, ce que l'on appelle écart peut avoir été pensé comme tel, dans un but bien précis, car si ce n'est pas le cas, on peut alors craindre le pire, mais dans le pire, comment est-ce que vous le voyez? Répète la question. Alors, le politique, si on lui prête vraiment la maîtrise de son exercice, quand il communique, c'est bien entendu pour faire passer un message. Alors ça, c'est bien clair. Donc, c'est pour dire que c'est bien pensé, bien réfléchi avant d'être dit. Il y a quelqu'un qui disait l'expression « court en vain derrière l'idée ». Ça, c'est un de nos profs qui nous disait, on était au lycée. L'expression « court en vain derrière ». C'est-à-dire que ce que tu veux dire parfois n'est pas ce que tu viens de dire. Parce que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les mots, vous n'avez pas l'intelligence du discours pour sortir ce que vous aviez. Ça, c'est une première. Dans le cas où, effectivement, vous avez une bonne intention. Mais si on part du principe que c'est bien préparé... Je donne les deux. Je prends le cas de figure où c'est une bonne intention, donc ce qu'on dit, mais qu'on l'a mal dit. Après, on se rend compte que non, ce que vous avez dit a fait plus de dégâts que ce que vous vouliez dire. Ça, c'est une chose. Mais d'autres, maintenant, il y a des cas où, effectivement, c'est des stratégies qui sont là, qui sont posées par certains, qui savent exactement où ils veulent aller, qui envoient des ballons de sonde comme ça, qui savent ce qu'ils veulent et ils vont pousser encore vers là. Ceux-là font exprès et je crois que la justice ne devrait pas attendre du tout. C'est tout de suite qu'on devrait effectivement entendre dire que le procureur a appelé et probablement que... pour dire qu'ils sont bien conscients de ce qu'ils font. C'est déjà arrivé. Pour rien, 2 personnes sont retrouvées en prison comme cela. Mais pourquoi ne pas continuer à avoir la même logique aujourd'hui, politique ou pas politique, quand la société va dans des dérives comme ça, il faut arrêter. Alors, pour mieux comprendre, on va essayer de dépoussiérer quelques écarts, quelques dérives, entre celui qui parle d'anciens spermatozoïdes et de futurs cadavres s'adressant à une vieille personne, celui qui parle de machette, celui qui préconise une fusillade de dirigeants, celui qui insulte explicitement de père ou de mère, un autre qui parle de guides religieux comme de simples citoyens, et j'en oublie. Alors, à travers toutes ces expériences-là, on traverse une multitude de valeurs intrinsèques des Sénégalais. Alors, est-ce à dire que les politiciens connaissent mal leur peuple ou est-ce une hypocrisie généralisée? Je pense qu'on peut retenir une partie, effectivement, qu'ils ne connaissent peut-être pas leur peuple. Des fois, ils pensent dans une autre langue, ils l'expriment en Wolof. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Et c'est l'inverse qui est plus fréquent. C'est encore plus grave. Parce que, c'est des métaphores que vous avez sorties là, ces écarts de langage. Bon, par exemple, quelqu'un va aller chercher une image comme ça. En fait, l'image... Sans tenir compte des codes. Des codes culturels, parce des codes sociaux. Que l'image, la manière de rendre cela, ne renvoie pas forcément à ce que tu voulais dire. Et parfois, c'est tellement plus grave quand ça sort d'un homme politique. Parce que dans la rue, les gens peuvent s'amuser, dire des petites choses. Et on en revient à la problématique de la traduction et de l'interprétation. Absolument. Ça, c'est vraiment ça. C'est que parfois, les gens, ils pensent... C'est un métier. Hein. Non, je disais à quelqu'un que... par exemple, il y a des exemples comme ça, il y en a beaucoup dans l'espace public, où la personne, vous avez entendu parler, mais en fait, ce qu'elle vient de dire là, elle n'a pas mesuré la portée quand c'est traduit en Wolof. Prenons un cas précisément, si vous permettez. Il n'y a pas longtemps, une personne a parlé à la télévision en donnant ses fantasmes, etc. Que bon, elle aime les hommes, elle aime les hommes, etc. Prenons cette expression, j'aime les hommes. Traduisez ça en Wolof et mettez au singulier. J'aime les hommes. Traduisez en Wolof et mettez au singulier.
Et si ça sort de la bouche d'une femme, c'est une catastrophe. Parfaitement. Traduit. J'aime les hommes. Traduit. Dama bëgg góor. Voilà. Dama bëgg góor. Tu vois ça? Quand ça sort. C'est plus le versant sexuel qui ressort. Tout de suite. En fait, la personne a même assumé. Mais tant qu'on dit j'aime les hommes, j'aime les humains, j'aime les trucs. Comme j'aime les femmes. Comme j'aime les femmes. Oui. Et ça, ce n'est pas en termes. On peut aimer les grands hommes, on peut aimer les grandes dames, etc. Tout ça. Mais traduit en Wolof, mis au singulier, tu vois ce que ça donne tout de suite. Et il n'y a pas de traduction française directement du Wolof. J'aime l'homme, ça ne veut rien dire j'aime l'homme. Sauf dans ce cas, ce sera un homme précisément. Alors que le Wolof peut dire dama bëgg góor. Quand il dit dama bëgg góor, quand une femme le dit, c'est une catastrophe. Alors nous terminons, bon, vous l'avez un peu brossé, mais nous terminons sur la posture qui serait la plus appropriée, notamment la posture professionnelle pour le journaliste face à ces Il y a dérives. deux choses que le journaliste doit avoir à l'esprit. Que cette télévision ITV là, que vous avez, vous êtes concessionnaire du service public de l'information. Autrement dit, aider les Sénégalais à comprendre. C'est l'État qui devrait le faire. Mais si on le laisse à un seul État qui va avoir tendance à être un État partisan avec une seule personne à qui donner la parole, ce ne serait pas bon. Donc, il faut donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Et quand les télévisions sont là, les radios sont là, les médias sont là pour cela, évidemment, donner la parole à tout le monde ne veut pas dire donner la parole à n'importe qui pour dire n'importe quoi. Il arrive des fois que quelqu'un a un problème avec ITV. Alors, parce qu'effectivement, moi, Ibrahim Bakhoum, je suis ici, j'ai parlé de lui, il n'a pas aimé. Il va aller à Sud ou il va aller dans une autre radio pour se plaindre là-bas. Alors qu'il peut exercer ces radios doivent refuser de lui donner la parole. C'est ici qu'il a été attaqué s'il estime que il peut l'exercer légalement. C'est ici qu'il doit venir le dire légalement. Tout à fait. Mais un autre va s'empresser de lui donner la parole et comme ça fait boule de neige, tout le monde dit n'importe quoi. En fait, c'est la responsabilité des journalistes qui est totalement engagée. Mais encore faudrait-il que le journaliste lui-même soit journaliste tout court. Tout court. Merci beaucoup. Merci Ibrahim Bakhoum, journaliste formateur. Merci d'avoir été avec nous pour justement cette rubrique confraternellement sur la totale dimanche qui se poursuit. L'affaire des licences de pêche, nous en parlons, ces licences de pêche que le ministère des Pêches et de l'économie maritime aurait octroyées à des navires chinois qui tient encore en haleine tout le Sénégal. Un rapport de Greenpeace en a fait mention et les autorités balaient d'un revers de main et s'expliquent dans un communiqué. Parallèlement, les pêcheurs locaux s'estiment lésés et c'est le cas d'Abdoulaye Bilal Traoré. Il est professionnel du secteur et depuis plusieurs années, dit-il, il peine à obtenir des licences pour ses bateaux. Barosso et Mam Abdougaye Kassé l'ont rencontré. La polémique naît des 52 licences de pêche qui seraient octroyées à des navires chinois par le ministère des Pêches et de l'économie maritime. D'après le dernier rapport de Greenpeace, ne laisse pas indifférent le patron de Africa Global Business Facilities. Il désapprouve la manière dont les pêcheurs locaux sont traités. Lui, il infirme, non, le ministre. Mais s'il infirme, il n'a qu'à seulement apporter des preuves, non, du pourquoi il infirme le rapport de Greenpeace. Ça, c'est de un. De deux, moi, je pense qu'on devrait beaucoup penser à nos pêcheurs traditionnels qui nous font manger du poisson. La plus grande partie des captures que nous avons en poisson, ce sont nos pêcheurs artisanaux qui aujourd'hui ont de sacrés problèmes parce qu'ils ne voient pas la ressource. Ils ne voient pas de poisson. Ils ne voient pas de poisson. Depuis plusieurs années, ils courent après les autorités pour obtenir 2 licences pour ces seineurs thoniers. 2 navires d'une capacité de 2000 tonnes qui peuvent employer chacun 60 personnes. J'ai essayé de faire entrer ici au Sénégal 2 bateaux de 2000 tonnes chacun, Santiago 1 et Santiago 2, des bateaux que Omar Gueye m'a accepté la licence, mais à condition que je les nationalise. Des bateaux de 2000 tonnes, il n'y en a pas beaucoup au Sénégal. Ce sont des thoniers. Mes partenaires m'ont dit, nous ne voulons pas nationaliser. On veut que les bateaux soient affrétés au Sénégal. On teste la production la première année,
si c'est bon, on peut s'ouvrir à l'État du Sénégal. On est même prêt à ouvrir des usines. Mais les conditions en tant que Sénégalais, qu'on nous impose, nous, en tant que Sénégalais, qui voulons travailler pour notre pays, sont sincèrement inappropriées. Le ministère des Pêches et de l'Économie maritime rejette totalement les allégations de Greenpeace. Il reproche à cette organisation d'être subjective et n'entend donner aucune suite à son rapport. Aliou Ndoye reconnaît cependant avoir accordé des licences de pêche au bateau chinois Fu Yuanfu, mais le processus serait enclenché en 2017, bien avant sa nomination à la tête de ce département ministériel. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors en face de vous, un autre Ndiaye, Abdoulaye Ndiaye de Greenpeace, chargé de campagne Océan. L'entretien de ce soir, Coin Éco, sera donc un flot de questionnements. L'âge d'or de la pêche sénégalaise se conjugue-t-il au passé? Jadis poissonneuse, ces côtes présentent un triste visage avec une affligeante rareté de la ressource halieutique. Les pélagiques ont pratiquement disparu. La haute mer est presque inaccessible à la pêche artisanale, de moins en moins florissante d'ailleurs que naguère. Au gaspillage d'hier s'ajoute le pillage d'aujourd'hui au Sénégal. Des bateaux tonniers qui affluent en grand nombre et impossible de les contrôler. Le Sénégal ne dispose pas de moyens conséquents pour surveiller sa façade atlantique très prisée par la pêche industrielle. Les acteurs de plus en plus nombreux se divisent. Le code maritime est très peu respecté et faute de moyens de coercition, l'indiscipline s'installe au détriment d'une organisation qui aurait pu d'ailleurs sauver ce secteur, dont la contribution à la formation du PIB diminue d'année en année. Les Chinois, dit-on aujourd'hui, détiennent des licences de pêche sénégalaises au grand étonnement des acteurs nationaux de la filière. Quel est le circuit d'attribution de ce sésame? La réduction des tonnages et la faiblesse des captures traduisent un affaiblissement continu de la pêche qui fut un des fleurons de l'économie sénégalaise. Existe-t-il une police maritime à l'image d'Interpol pour justement sévir contre les pilleurs des ressources halieutiques des pays pauvres comme le Sénégal? Qu'est-ce qui peut être attendu de Greenpeace? Les moyens de surveillance peuvent-ils être abordables? Voilà le coup de vent sur la poupe, Mamadou Ndiaye. C'est parti. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour. Nous sommes en pleine actualité liée justement à la côte sénégalaise, à la pêche, aux licences, à des Chinois, à des acteurs sénégalais également qui se plaignent de n'être pas impliqués ou bien de n'être pas entendus. Finalement, comme l'a dit Khalifa justement dans son propos, notre âge d'or se compose au passé. On n'est plus maître de nos richesses qui elles-mêmes diminuent. Merci beaucoup, merci Mamadou, merci à Khalifa de nous donner cette opportunité de pouvoir parler de la pêche au Sénégal, et surtout dans le cadre d'un rapport que Greenpeace vient tout juste de sortir qu'on appelle mal de mer. Et quand on parle de mal de mer, ça veut dire qu'il ne fait pas bon vivre aujourd'hui dans la mer sénégalaise. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une succession de choses qui se sont passées au Sénégal et que Greenpeace a toujours tiré la sonnette d'alarme par rapport à ça pour que nos États, que ce soit aussi bien au Sénégal que dans les autres pays de la sous-région, puissent prendre les mesures adéquates pour que la pêche redevienne comme avant, ou bien que la pêche reste comme elle était, c'est-à-dire qu'elle puisse nourrir son nom. Quelles sont les mesures à prendre justement pour que la pêche reste ce qu'elle fut? Aujourd'hui, c'est un problème de gestion de nos ressources. Et dans ce problème de gestion de nos ressources, il y a un problème qui se passe avant tout, c'est le problème de la transparence dans ce que nous faisons aujourd'hui de nos ressources halieutiques, mais aussi un problème d'implication de ces acteurs qui vivent de ces ressources. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, que le Sénégal fait partie des plus grands pays de pêche de l'Afrique de l'Ouest. Dans les pays qui nous entourent, je crois que le Sénégal est le premier pays de pêche, mais quand ce premier pays de pêche voit que ses fils ne vivent plus de cette ressource dont ils vivaient pendant des années, là, il y a quand même raison de tirer la sonnette d'alarme. Alors, le ministre, ce matin, quand il était donc à l'émission de Mamadou Ibra Kane, le jeudi dimanche, il a dit que les poissons n'ont pas de nationalité. Ça peut quand même tomber comme un cheveu dans la soupe parce qu'on nous disait que nos côtes sont poissonneuses. Alors, dire que le poisson n'a pas de nationalité, c'est un peu tiré par les cheveux. Est-ce que ce n'est pas quelque chose pour moi, comme je l'entends, c'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas fuir ses responsabilités?
les poissons n'ont pas de frontières. Pourquoi l'État du Sénégal quitte le Sénégal pour aller signer des licences de pêche en Mauritanie? La Mauritanie, c'est un État souverain et qui a des frontières. Puisque le poisson n'a pas de frontières, qu'est-ce qui retient le poisson en Mauritanie? Qu'est-ce qui le retient en Guinée-Bissau? Pourquoi il n'y en a pas assez au Sénégal? Et que les deux pays le Sénégal est entre ces deux pays. S'il y en a en Mauritanie, il y en a en Guinée-Bissau, normalement il doit y en avoir au Sénégal. Alors si on pointe maintenant au moins la gestion de la ressource chez nous, ici, quand on était un peu plus jeune, on voyait effectivement qu'il y avait des poissons qui n'étaient pas utilisés et qui, à la limite, se déversaient donc sur les côtes. Khalifa, qui est un bon jeune lébou, comprend bien effectivement ce tableau. Mais ça, c'était du gaspillage. Maintenant, est venu s'y ajouter aujourd'hui un pillage, si bien qu'effectivement, les côtes se paupérisent. Le Sénégal a bien constaté cela. Même l'État du Sénégal a constaté que nos poissons ne sont plus ce qu'ils étaient. Et pour exemple, je vous donne juste un arrêté que le ministre des Pêches avait signé en 2012 et où on demandait aux pêcheurs sénégalais ne construisez plus de pirogues. Et dans cet arrêté, à l'article 2, quelle était la raison? Parce qu'on constate qu'il y a un surplus de pêche dans nos eaux. Et on disait aux piroguiers, les pêcheurs, il ne faut plus construire de pirogues. Donc la pêche artisanale? La pêche artisanale. Qui représente 80% justement des représente 80% des mises en terre. Ouais. Et quand on demande à la pêche artisanale ne construisez plus de pirogues depuis 2012, est-ce qu'on en a fait de même pour la pêche industrielle? Parce que quand la pêche artisanale nous saisit et nous demande, il faut que vous nous appuyiez pour que cette gestion-là soit plus transparente. Mais nous sommes obligés de réagir. Nous avons été saisis par une organisation qui s'appelle PAPAS à travers cette lettre pour nous dire voilà ce qui se passe dans nos eaux. Okay. Donc, Greenpeace a agi en écoutant la voix, ce qu'on appelle la voix des sans-voix. C'est le protocole par lequel justement vous êtes saisis et ensuite vous actionnez peut-être maintenant votre... C'est le protocole par lequel nous sommes saisis et par lequel nous activons toutes les recherches que nous pouvons faire pour apporter des réponses par rapport à ce protocole qui a été écrit par des pêcheurs artisans du Sénégal. Et dans ce protocole, ils nous disent pourquoi on nous interdit de construire une pirogue tandis que le Sénégal ouvre ses eaux au multinational et fait entrer des bateaux dans la pêcherie sénégalaise. Et ces bateaux, tout le monde sait que le navire de pêche industrielle est 10 fois, 20 fois ou 40 fois même supérieur en termes de prise que les pêcheurs artisanaux. Donc qu'est-ce que ces bateaux, ou bien qu'est-ce que ces pirogues de pêche artisanale ont de plus nocif que ces bateaux pour qu'on interdise à ces pêcheurs que tu ne peux plus avoir de pirogues? Alors, c'est votre organisation qui a levé le lièvre justement sur ces 53 licences qui ont été octroyées à des Chinois, au grand étonnement des Sénégalais, acteurs justement de la filière pêche. Au bout du compte, ça donne quoi comme résultat probant aujourd'hui? Est-ce que les licences ont été retirées à ces Chinois ou bien est-ce que ces Sénégalais ont été traduits devant les conseils de discipline du secteur de la pêche? Par rapport aux 56 premières licences qu'on avait demandées, le ministère a eu à le dire le matin. Ils ont demandé, les organisations nous ont saisis et nous avons alerté quand même l'autorité et l'opinion publique pour qu'on arrête cela. Parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui, dans le cas où nous sommes, que le Sénégal se permette de donner des licences à des bateaux au moment où les ressources deviennent de plus en plus rares. Ça m'ennuise. C'est pas possible. Deuxièmement, on ne peut pas donner des licences en ne respectant pas ce que dit le code de la pêche, parce que le Sénégal est un pays de loi où il y a la loi 2015-018 et son décret d'application de 2016 qui dit voilà comment on doit donner des licences de pêche. Et pour donner ces licences, il faut déjà qu'il y ait un rapport de la direction des pêches maritimes pour dire non les a, mais aussi il faut qu'il y ait un rapport de la recherche sénégalaise qui doit dire est-ce que nos stocks sont exploités, surexploités, pleinement exploités ou autre chose. Et dans ce cas de figure, la recherche sénégalaise a été très claire. Toutes les espèces sur quoi on demande des licences sont en état de surexploitation. L'État du Sénégal ne peut pas s'arroger le droit de donner des licences sur des espèces qui sont en état de surexploitation. Deuxième chose, on ne doit pas donner des licences sur des espèces qui font vivre les Sénégalais. Nous tous, nous sommes des Sénégalais aujourd'hui. De quoi vit le Sénégalais? De Tchéboudienne. Mais de quel jeune? De sardinelle en majorité. Autrement dit, le yaboy, quoi. Le yaboy. Qui commence à disparaître lui aussi. Mais demandez à nos braves femmes qui sont aujourd'hui dans nos maisons, combien coûte une sardinelle? Et un poisson qui t'était donné gratuitement au niveau de toutes les places du Sénégal. Allez-y aujourd'hui à Kafountine, allez-y à Mbour, à Joal, allez-y à Kayar ou bien à Saint-Louis. Vous n'allez pas voir de sardinelle. Allez au niveau du marché central de Dakar, on va te vendre une sardinelle à 400 francs. Tout de même. C'est vrai que Greenpeace est une grosse organisation quand même qui mène des campagnes très sensibles et souvent à succès. Mais aujourd'hui, peut-être parce que vous êtes seul, donc vous ne pouvez pas être sur l'ensemble des plateaux maritimes.
Peut-on imaginer, disons, le secteur maritime disposer justement d'une police des mers, comme on peut peut-être Interpol au niveau justement des frontières terrestres? Là, ce sera de l'avis de l'État du Sénégal, parce que les politiques de pêche, ce sont les États qui les définissent. Donc, il va falloir que l'État du Sénégal définisse la politique de pêche qu'il veut faire. Mais aujourd'hui, dans ce que nous voyons au Sénégal, dans la lettre politique sectorielle des pêches, l'État du Sénégal a défini 3 axes. La première, c'est la cogestion et la restauration des habitats. La deuxième, c'est le développement de l'aquaculture. Et le troisième, c'est la valorisation des ressources. Donc, toute politique de pêche qui se passe aujourd'hui au Sénégal devrait tourner autour de ces 3 points. Mais est-ce que ça se passe comme cela? Aujourd'hui, on constate qu'en matière de cogestion, le Sénégal, est-ce qu'il n'est pas en recul? Même s'il a mis toutes les conditions pour qu'il y ait la cogestion, mais est-ce que la cogestion est exactement mise en œuvre comme elle se doit au Sénégal? Est-ce que la parole est donnée à ce pêcheur? Est-ce que la parole est donnée à cette femme transformatrice? Et puis, même si on lui donne la parole, est-ce qu'on l'écoute? Aujourd'hui, les femmes transformatrices sénégalaises crient depuis des années parce que le Sénégal signe des autorisations d'implantation d'usines de farine de poisson. Elles ont leur mot à dire. Elles ont leur mot à dire. Et aujourd'hui, ces usines concurrencent d'une manière déloyale toutes les femmes qui travaillent dans le secteur, dans le segment de la transformation artisanale. Aujourd'hui, est-ce que ces femmes-là sont écoutées? Ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles valent en termes de valeur au Sénégal? Pourquoi aujourd'hui l'État du Sénégal ne leur reconnaît pas leur droit, qui est avant tout au moins de dire voilà la femme transformatrice, voilà au moins la reconnaissance juridique qu'on lui donne, à partir d'un arrêté, à partir d'une carte professionnelle qui lui donne ce qu'il a. Ben, Abdoulaye, voilà encore autant de questions qui peut-être structurent un plaidoyer prochain. Donc, merci beaucoup pour ce brillant passage. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et qui remercie aussi vraiment tous les acteurs de la pêche pour qui aussi nous nous battons. Pourquoi? Pour que ces pêcheurs ne continuent pas à faire ce que faisaient les autres. Aujourd'hui, nous sommes confrontés, aujourd'hui même, à beaucoup de pêcheurs qui quittent le Sénégal pour aller ailleurs. Pourquoi ils vont ailleurs? Parce qu'il y a plus bon vivre au Sénégal. Merci Abdoulaye Ndiaye. Merci beaucoup, Diakhaté. De Greenpeace, Mamadou Ndiaye, merci pour ce point éco fort intéressant. C'est certainement un débat à poursuivre parce que tous les questionnements n'ont pas encore trouvé de réponse. Haïti, ce n'est pas que des séismes et des victimes. Ce soir, nous nous adossons sur Stéphanie Degan pour découvrir un pan de la culture haïtienne. Elle a servi dans l'armée américaine pendant 12 années avant d'aller à la rencontre d'autres cultures d'Afrique. Abdourahmane Ly, elle a rencontré cette Dakaroise, la plus dakaroise ou la plus haïtienne, ou la plus dakaroise des haïtiennes, c'est comme vous voulez. Abdourahmane Ly, déjà sur le terrain, que nous retrouvons tout à l'heure. Une passionnée de la culture africaine et surtout celle haïtienne, terre de ses origines. Stéphanie Degan se rappelle justement de ce séisme en Haïti. Elle était alors aux États-Unis. Je venais de quitter Haïti il y a 4 jours avec les enfants et j'étais de retour, j'étais au bureau. Une amie m'a appelé pour me dire qu'il y avait un séisme en Haïti. Je dis non, tu t'es trompé, c'est un ouragan ou une tempête, on n'a pas de séisme en Haïti. Et puis quand je suis partie, j'ai allumé la télé, j'ai réalisé qu'elle avait eu raison. Ben après, c'était un cauchemar. J'avais mon fils, mon fils adoptif, j'étais dans le processus de l'adoption à l'époque, qui était encore bloqué, qui était en Haïti. J'avais des nouvelles de personne pendant 3 jours et c'était comme 3 ans. Sous-officier à ce moment dans l'armée américaine, Stéphanie démissionne 2 ans après. Une façon pour elle d'être plus proche de sa famille, mais loin de ce pays où le désastre a eu lieu. Et ce, pour fuir l'insécurité dans la zone, selon elle. C'est là qu'elle est venue au Sénégal pour ses enfants, affirme-t-elle, avec précision. Je suis venue au Sénégal principalement pour mes enfants. Je voulais déménager en Haïti avec eux, mais à cause de l'insécurité, après le séisme, je me suis dit que c'était passage. Et en créole, on a un proverbe qui dit « ou pas joindre maman ou t'étais grande ». Ce qui veut dire que tu ne trouves pas la mère, tu t'allaites de ta grand-mère. Alors, je me suis dit, pourquoi pas l'Afrique? Quand j'ai recommencé à voyager en Afrique en tant qu'adulte pour mon boulot,
bien sûr, on ne peut pas ne pas tomber follement amoureuse de l'Afrique. Je me suis dit, OK, je vais choisir un pays où m'établir avec les enfants ici en Afrique. Malgré son déplacement à Dakar, il n'oublie pas la terre de ses ancêtres. Haïti, où la population est ancrée dans ses valeurs culturelles et traditionnelles. Spécialement, je peux dire l'art et la danse. Ça, c'est ancré dans nous. Et la fierté de soi-même en tant que noir. Vous voyez? Et je pense que c'est pour ça, c'est pour refléter cette fierté. C'est pour cela que c'est facile, quand on a des produits locaux, de voir que les gens, ils s'accrochent à ça. Nul ne peut parler de Haïti sans parler du vaudou, culte animiste qui leur aurait permis d'accéder à l'indépendance. Ce qui a promulgué, ce qui a lancé la guerre de l'indépendance, c'est le rassemblement des Haïtiens autour de leurs racines, de leur religion ancestrale, autour du vaudou. Et le vaudou a été tellement démonisé à nos yeux qu'il y en a même, pas juste des étrangers qui le disent, il y a des Haïtiens eux-mêmes qui le disent que la raison pour laquelle notre pays est tellement en train de souffrir, c'est à cause de notre participation dans le vaudou, c'est parce que le pays a utilisé le vaudou pour gagner dans son indépendance. Tandis qu'il y a beaucoup d'entre nous, même si on n'est pas pratiquant du vaudou, on dit que c'est faux. Mais quand quelqu'un, dans la vie, quand quelqu'un est bien ancré à ses racines, dans tous les sens, il est plus fort. Stéphanie aurait bien aimé nous servir un des plats de son pays d'origine, des plats comme le soupe joumou qui est préparé chaque jour de l'an, jour de fête d'indépendance de Haïti, par beaucoup de Haïtiens. Défaut de temps, elle nous met quand même l'eau à la bouche. Vous n'allez pas aller dans une fête haïtienne où vous n'allez pas trouver de griot, de bananes pesées, piclis, du riz au djonjon, un bon riz jaune parfumé avec... on a un riz qu'on appelle Madame Gougous, on a un bon riz jaune parfumé, on le fait, je peux dire, c'est ce qu'on appelle le fried rice. Je vois, il y a des gens qui réfèrent ça en tant que fried rice, c'est du riz sauté avec des haricots. C'est super bon. Alors, oh là là, ça m'en manque terriblement. Ce que je fais au Sénégal, au fait, c'est un plat national qu'on a. On le mange toujours le jour de l'indépendance, le 1er janvier. Ça s'appelle le soupe joumou. Installée au Sénégal depuis 2 ans, Stéphanie Degan tente autant que possible de promouvoir la culture africaine, notamment celle haïtienne. Canal choisi de consommer local. Abdourahmane Ly, merci Abdourahmane Ly. Déjà sur le terrain, mais fidèle au rendez-vous. Bonsoir Abdourahmane Ly, vous êtes en ligne avec nous. Le vaudou est pratiqué à Haïti. Peut-être revenir un peu en résumé sur cette pratique dans ce pays. Bonsoir Khalifa, bonsoir à tous. Alors Khalifa, aujourd'hui nous allons parler de la première république indépendante noire. Alors nous sommes en 1804 après la bataille de Vertières. Alors un pays qui a été secoué par un séisme en janvier 2010, le 12 plus exactement, mais qui demeure riche, disons, dans le domaine culturel. Alors pour en venir à votre question par rapport au vaudou donc, qui occupe une place importante dans ce pays, il faut dire qu'il a été censuré et persécuté pendant près de 2 siècles. C'est seulement en 1980 qu'il est finalement admis dans le pays comme religion. Alors il faut également souligner qu'à ce jour, ce ne sont pas tous les Haïtiens qui sont en phase avec cela. Beaucoup pensent que s'il a été aussi pauvre jusqu'à aujourd'hui, alors c'est à cause de ses pratiques vaudou. Alors il faut rappeler également dans l'histoire, il est dit que d'aucuns y croyaient tellement que certains, semble-t-il, à cause du vaudou, durant la guerre d'indépendance, se jetaient littéralement dans les canons, alors pour éviter que les tirs n'atteignent leurs objectifs. Alors il faut dire que ces pratiques vaudou sont une réalité en Haïti. Abdourahmane Ly, il y a également la danse qui n'est pas un simple loisir dans ce pays. Il y a également d'autres fonctions, n'est-ce pas? Alors, en effet, Khalifa, la danse représente un aspect culturel essentiel. Alors, en Haïti, on ne danse pas juste pour se faire plaisir, effectivement, mais on danse également pour saisir le sens de son identité culturelle. Alors, il est dit même dans la tradition haïtienne que la danse traditionnelle incite au travail collectif. Alors, il permet par ailleurs à l'haïtien d'accepter ses racines
et de se réconcilier avec lui-même. Il paraît également que des cérémonies de danse rituelles sont également organisées, dit-on, pour remercier des divinités de leurs bienfaits. Alors effectivement, en conclusion, il faut bien dire que la danse représente un aspect culturel essentiel, voire primordial. Merci beaucoup Abdourahmane Ly et nous poursuivons cette totale dimanche avec le diplomate de ce soir. Le diplomate nous ramène en Guinée. Nous avons en ligne ce soir M. Mamadou Yaya Baldé. Il est journaliste politique et essayiste. Baldé, bonsoir. Bonsoir, M. Khalifa. Alors, Baldé, vous êtes guinéen, mais vous n'avez pas pu voter pour bien entendu des raisons que nous connaissons, sans parler de la fermeture des frontières terrestres. Le scrutin n'est pas organisé cette année ou cette fois-ci à Dakar. Je vais vous laisser tout d'abord livrer votre sentiment en tant que Guinéen avant d'entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, M. Khalifa. Alors, en tant que citoyen, je voudrais tout d'abord m'indigner, déplorer cette décision de ne pouvoir pas m'acquitter, mais aussi avec beaucoup d'autres de mes compatriotes qui vivent ici, de ce droit important, droit pour lequel nous savons qu'il y a eu des luttes politiques et citoyennes qui ont été menées dans beaucoup de pays pour l'acquérir. Alors, pour le moment, comme vous le savez, le Sénégal reste quand même, au regard de l'importance numérique des Guinéens qui y vivent, en tout cas, une zone assez stratégique, un vivier électoral important. Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas quand même prendre part à ces élections pour participer au choix de la future présidente ou du futur président de notre pays pour les 5 ou 6 prochaines années à venir. Très bien. Alors pour parler justement du scrutin d'aujourd'hui que vous avez suivi bien entendu de loin, contrairement à ce que l'on craignait, il s'est déroulé dans le calme globalement. Alors a-t-on surestimé à votre avis la tension sans minimiser bien sûr les violences des dernières semaines? Alors, je pense qu'on n'a pas surestimé au regard de l'histoire politique de notre pays, au regard de l'histoire de la sociologie électorale de la Guinée. Je l'ai dit ailleurs, et je le reprends ici, qu'au regard de cette histoire, les élections ont toujours été caractérisées en Guinée par 3 constantes. Alors, la première, c'est d'abord la fraude et les violences ou les incidents, comme vous le savez, et également la contestation. Alors je pense que, comme vous l'avez en tout cas souligné, globalement, le scrutin s'est déroulé dans le calme aujourd'hui à Conakry et dans les régions du pays. Mais je crois qu'il y a eu quand même des incidents pendant la campagne par endroits. Mais la phase la plus importante, ça doit être maintenant dans l'après-élection. À partir d'aujourd'hui, parce que c'est là également la question de l'acceptation des résultats qui seront en tout cas proclamés par les institutions nationales en charge d'organiser les élections, à savoir la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle. Alors nous savons les acteurs, leurs comportements, les discours. Globalement, le président sortant et le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, candidat de l'ANAD, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, ont appelé au calme, à la sérénité, mais il n'est pas exclu quand même qu'il y ait, en tout cas, avec le dépouillement et la surenchère, les tensions qui montent, qu'il y ait des incidents post-électoraux. Espérons que non. Alors, à part Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé est pratiquement face à lui-même, car dans le lot des candidats susceptible de constituer le peloton de tête figure sa directrice de campagne en 2010, Makele Traoré d'ailleurs, qui n'a pas retrouvé sa carte, qui ne l'aurait pas retrouvée aujourd'hui, Ousmane Kaba, qui a été plusieurs fois ministre et qui a été exclu du parti en 2016, alors qu'il était un proche collaborateur, un des plus proches d'ailleurs d'Alpha Condé. Alors, combiné à la détermination de l'UFDG, cela laisse-t-il beaucoup de chance au président sortant, surtout en cas de deuxième tour, à votre avis? Je pense qu'au regard de tout ça, de tous ces facteurs-là, je pense que le président de la République aujourd'hui, il est engagé dans une aventure incertaine parce que, pour le rappeler, il a passé d'abord par un référendum assez controversé avant d'arriver là, qui lui a permis d'être candidat. Donc, c'est le mandat de trop, je l'ai appelé ainsi,
c'est un mandat de trop qu'il est en train d'essayer. Mais avec ces poids lourds qu'il a en face de lui, le candidat Cellou Dalein Diallo et évidemment Ousmane Kaba du PADES et vraiment Adesila, pour moi, il est important parce que c'est un candidat également de la basse-côte où le principal parti de l'opposition implanté dans cette zone-là, à savoir l'UFR, Sidya Touré, n'a pas pris part. Donc, il pourra faire des voix dans cette région également, bien sûr avec Cellou Dalein aussi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le président, il est encerclé, il est assez coincé face à toutes ces candidatures-là. Et surtout le contexte actuel, avec son bilan qui est, je dirais pas catastrophique, mais qui n'est pas mitigé, mais qui est assez contesté, presque nul à bien des égards. Donc je pense qu'il aura du mal à passer dès le premier tour comme il le prétend. Oui. Alors, comment, Baldé, vous trouvez la posture du leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, qui, même avant le scrutin, prédit des résultats préfabriqués qu'il n'accepterait pas, alors qu'il participe bien à cette élection, même s'il déclare aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il n'a pas d'inquiétude quant à l'issue du scrutin? Oui, j'ai écouté hier le discours de fin de campagne de Cellou Dalein qu'il a adressé aux Guinéens. Je voyais un homme rassuré, un homme confiant. Il a répété aujourd'hui, après avoir voté, il disait hier dans sa déclaration qu'au soir du 18 octobre, à savoir aujourd'hui, donc il était prêt à assumer les responsabilités que les Guinéens lui confieront en tant que chef de l'État, qu'il connaît la tâche, l'exigence de la tâche, mais également qu'il était bien préparé à l'exercer. Je pense que pour lui, il n'y a pas d'ombre de doute qu'il sera le futur président de la Guinée. Je ne sais pas sur quoi il s'appuie pour en tout cas le dire, mais il me paraît assez confiant. Mais je pense également qu'il a tiré les leçons de ces erreurs, de certaines erreurs qu'il a eu à commettre en 2010, en 2015 et globalement depuis qu'il s'est lancé dans le marigot politique guinéen. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Cellou de 2010 n'est pas le même en 2015, encore moins en 2020. Je pense qu'il a également eu le temps de se faire un réseau à l'international. N'oubliez pas qu'il est l'un des vice-présidents de l'international libéral. Alors Baldé, des suspicions de velléité de forcing et des doutes de l'opposition sur l'indépendance de la CENI. Finalement, quelle garantie aujourd'hui faudrait-il pour crédibiliser les résultats de ce scrutin de ce 18 octobre? La CENI, je pense qu'il y a eu des irrégularités qui ont été signalées de part et d'autre. À Bokeh, le matin, certains correspondants faisaient état des transferts des bureaux de vote, des électeurs désorientés qui n'ont pas pu voter cette année à cette élection-là, mais également à Zérékoré, par exemple, des agents de sécurité privée qui ont été recrutés par le parti au pouvoir pour siéger avec les délégués dans les bureaux de vote. Mais également, on parle même de bureaux de vote fictifs. Ah oui, exactement. Mais également à Yomou, à Kankan, c'est pratiquement le bourrage dans le pièce du président sortant. Le contrôle est quasi difficile ou voire impossible. Donc je pense que la commission électorale indépendante a quand même du boulot, surtout que généralement le processus n'a pas été consensuel. La commission a fait un travail d'une manière exclusive. Donc ça craint des contestations. Sincèrement, je pense que une crise post-électorale n'est pas à éviter, n'est pas à exclure, dans notre pays. Alors, nous terminons par la problématique du troisième mandat qui n'est pas aujourd'hui l'apanage du régime guinéen. On en parle également chez nous et même ailleurs en Afrique. Alors, est-ce que le vrai combat ne résiderait pas dans le verrouillage définitif des constitutions, sachant qu'une nouvelle constitution tue l'ancienne, donc de fait légalise un troisième mandat juridiquement parlant? Je pense que ce qu'il faudrait voir en Afrique, c'est la perception même que nous, Africains, avons vis-à-vis du pouvoir. Notre perception, notre rapport au pouvoir, je pense que c'est un rapport assez problématique. Il va falloir revoir les textes, revoir ces textes qui sont fortement inspirés, et comme vous le savez, de l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Regardez les constitutions africaines, ce sont des constitutions
presque calqué de la Constitution de la 5e République en France, donc de 1958. Donc je pense que notre conception du pouvoir en Afrique, c'est presque pas loin des empires, des royaumes. Voilà, nous avons un attachement particulier au pouvoir, mais nous avons consacré dans les textes, dans nos constitutions, une limitation de mandat, la durée et le nombre, oui. Tout cela, alors que fondamentalement, nous avons un esprit totalement différent. Voilà, merci beaucoup. Merci Mamadou Diallo Baldé, journaliste politique et essayiste établi à Dakar. Merci d'avoir été notre diplomate de ce dimanche. Nous restons sur la Guinée, nous retrouvons de ce pas à Conakry notre correspondant permanent pour nous replonger justement dans les toutes premières heures du scrutin. Mohamedou Mokhtar Souaré, qui a fait le tour de quelques bureaux de vote des 15 000 répartis entre les 43 circonscriptions. L'affluence n'était pas très forte aujourd'hui dans de nombreux bureaux de vote, en tout cas pas avant la fin de journée, comme l'a souligné Alassane Samba Diop tout à l'heure, mais le vote s'est déroulé dans le calme essentiellement. Nous sommes donc à Dixine, centre 1, bureau de vote derrière moi, qui a tout à l'heure vu Cellou Dalein Diallo, le très populaire Cellou Dalein Diallo, donc glisser son bulletin de vote dans l'urne, s'acquitter de son devoir citoyen. Donc tout s'est bien passé. Il est sorti de chez lui vers 11h30, un petit peu tard, parce que les autres, l'essentiel, en tout cas le président Alpha Condé par exemple, a voté avant lui. Donc il est sorti après, accompagné d'une délégation forte, des journalistes, beaucoup d'hommes de médias, donc ils l'ont accompagné ici. Et puis aux alentours de midi, il avait en effet réussi à glisser son bulletin dans l'urne. Et puis un petit mot rapidement à la presse, vous avez vu entouré de beaucoup de monde, c'était assez difficile. Et il a dit toute sa confiance, oui en lui, il compte bien donc remporter ces élections, il n'a pas de doute. Et donc rapidement il a glissé donc dans sa voiture et puis il a repris le chemin de son domicile en attendant donc les résultats de ce vote aujourd'hui. À Dixine, il faut dire que c'est un quartier où tout se passe normalement. Les électeurs, on en a eu un tout à l'heure, donc qui est venu voter tranquillement, sans problème. Il n'y a pas de queue, vous voyez derrière moi, il n'y a pas d'affluence. Donc les Guinéens sont venus voter donc à Dixine. Ils ont glissé leur bulletin dans l'urne, ils ont choisi leur candidat et on attend donc les résultats. La vie d'un pêcheur n'est pas de tout repos chez nous au Sénégal, surtout par les temps qui courent. Aujourd'hui, avec la rareté du poisson, ils parviennent difficilement, ces pêcheurs, à joindre les deux bouts. Un métier qui se transmet de père en fils, mais aujourd'hui, les réalités ont visiblement changé. Mamadou Fall connaît la mer depuis l'âge de 10 ans. À 90 ans, il est partagé entre nostalgie et désolation. Moussa Fall, Oumar Kane l'ont rencontré. Mamadou Fall a 90 ans. Ancien pêcheur, un métier qu'il a commencé à l'âge de 10 ans. C'est son beau-frère qui l'a jeté à l'eau. 1942, j'ai 10 ans, j'ai commencé à faire. Je devais avoir 10 ans quand j'ai commencé à aller en mer en 1942. J'étais élève dans une école coranique et les jeudis, quand nous n'apprenions pas, je venais ici pour avoir quelques pièces et pouvoir aller à la salle de cinéma. Après, j'ai commencé à fuir les cours. Mon beau-frère a dit à mes parents de me laisser venir avec lui en mer. C'est comme ça que j'ai commencé à aller en mer. À l'époque, il n'y avait pas de pirogue à moteur, c'était des voiles. Aujourd'hui, il ne va plus en mer. Ses enfants ont pris la relève. Mais il n'oubliera jamais cette panne qu'il a vécue en haute mer. J'ai eu une panne en haute mer derrière Banjul. J'avais une pirogue à voile. Je suis resté pendant 4 jours sans manger et je buvais l'eau de mer. La pêche, un métier que Mamadou Fall ne reconnaît plus. Pour lui, la pêche industrielle a causé la rareté du poisson, ce qui a fini de noyer la pêche artisanale, la cause principale de l'immigration clandestine des jeunes, selon lui.
Cette activité n'est vraiment plus comme avant. Si tu vis avec tes 2 parents, que tu as une épouse et des enfants, ce que tu gagnes à la pêche couvre à peine la dépense quotidienne. Tu ne vas rien économiser. Et la vie est très chère. Si tu n'as pas une maison, tu vas louer, payer 40 à 60 000. Tu as toutes ces charges et la pêche n'est plus rentable comme avant. C'est la raison pour laquelle les jeunes font l'immigration clandestine. Mamadou Fall ne pêche plus, mais il ne peut pas rester un seul jour sans venir ici. Voir ses enfants à l'œuvre, écouter le son des vagues et sentir l'odeur de l'océan, une retraite bien méritée. Sa taille est trompeuse, le bambou est bien une plante et non un arbre. Son bois, souvent associé au continent asiatique, mais le bambou est aussi africain et en pot dans nos intérieurs et à l'état sauvage. Le jardin botanique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en accueille également. Kessen Ndour qui nous en parle davantage juste après ce sujet. Regardez. Le bambou. Ne vous fiez pas à sa taille, le bambou est bel et bien une plante et non un arbre. C'est un poacé, mais dans la famille des graminées, il a un statut un peu particulier. Ça, c'est une graminée ligneuse, c'est-à-dire qui a donc une tige qui est rigide. Si vous prenez celle-là, c'est sous forme de touffe. Par contre, vous avez d'autres. Au lieu vous avez des touffes, vous avez donc des tiges donc, qui sont plus ou moins espacées. Et cela est dû donc à la structure du rhizome. Ce graminé dont la tige peut mesurer 20 mètres de hauteur a peu d'exigences climatiques. Aussi, on en retrouve plus de 1200 espèces réparties sur 4 continents. L'espèce autochtone donc, du Sénégal et de la sous-région, ça s'appelle Oxythenanthera abyssinica. Il y a une seule espèce. Mais vous verrez beaucoup d'espèces au Sénégal, mais ce sont des espèces qui sont introduites. La majeure partie, voire même l'ensemble donc, des espèces de bambou, ne sont pas du tout exigeantes en matière d'écosystème. C'est-à-dire que ce sont des espèces qui peuvent vraiment vivre sur même des terres très pauvres. Il suffit juste d'avoir une certaine humidité. Peu exigeant donc, mais bien pratique. La lignine contenue dans sa tige lui confère une solidité à la fois remarquable et très utile. Le bambou est utilisé dans beaucoup de domaines, dans le domaine même du bâtiment. Si vous allez en Asie, en Inde et autres, vous voyez même on utilise les chaumes de bambou pour armer le béton à la place du fer. Oui. On utilise aussi le bambou pour faire des échafaudages quand on construit des immeubles et autres. Il y a même certaines études qui vont jusqu'à comparer la solidité du bambou à celle de l'acier. C'est également souple. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait donc sa beauté, parce qu'on peut modeler donc la tige comme on veut, avec le feu et tout, alors que pour les autres bois, ce n'est pas possible. C'est également utilisé dans le domaine de l'agriculture. Il y a certains qui l'utilisent ils utilisent ces tiges comme des canaux pour l'irrigation. Il y a certaines espèces où l'intérieur est creux. C'est plein qu'au niveau des nœuds ici, mais ici, entre les nœuds, c'est creux. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de créer un trou. Les feuilles, quant à elles, sont utilisées dans la fabrication de papier, pour nourrir le bétail ou encore dans la pharmacopée traditionnelle pour soulager le diabète et réguler la pression artérielle. Mais à l'heure où la menace environnementale pèse sur la planète, c'est sans doute en sol que le bambou nous est le plus utile. C'est une espèce qui est extrêmement importante pour lutter contre le réchauffement de la planète. Oui, parce que c'est un puits à carbone extrêmement puissant. Donc, 1 hectare de bambou peut fixer jusqu'à 17 tonnes de carbone. Donc, pour vous dire que donc, c'est extrêmement important et donc ça permet de lutter contre le réchauffement, donc l'émission des gaz à effet de serre et autres. Le tableau semble parfait, sauf que le bambou regorge de mystères. Des mystères parmi lesquels une floraison très aléatoire, pouvant aller de quelques mois à plusieurs dizaines d'années d'espacement.
ce qui menace la pérennité de l'espèce. Kessendour, bien le bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors, une pérennité menacée, nous dites-vous? Oui, effectivement menacée parce que la reproduction, on l'a entendu à la fin du sujet, est extrêmement compliquée pour le bambou parce que justement, sa floraison, ces périodes de floraison peuvent être éloignées de plusieurs dizaines, voire parfois centaines d'années. On peut très bien avoir une floraison aujourd'hui en 2020 et la prochaine en 2140. Ah oui, vous comprenez tout à fait. Vous comprenez que dans ce cadre-là, il est extrêmement compliqué de faire se reproduire cette plante et d'autre part parce que l'espèce est extrêmement exploitée par l'homme pour son bois. On l'a vu dans la construction, par l'irrigation, en pharmacie, les feuilles, et pour tout un tas d'autres usages. Et dans ce cadre-là, on comprend... pour la déco aussi. Oui, aussi, tout à fait. Mais dans le cadre de la décoration, si jamais la plante est encore en pot, je dirais, ça ne pose pas tellement de problème vu qu'elle continue sa croissance. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas le cas. On l'utilise, donc on abat des arbres, on freine leur croissance sans se préoccuper de la manière dont elles vont se régénérer. Par contre, petite précision sur cette reproduction, certes, elle n'est pas régulière dans le temps, mais il faut savoir que on dit, la légende dit, la légende veut, l'histoire veut, que lorsqu'une espèce de bambou fleurit ici au Sénégal, et ben cette espèce, tous les spécimens de cette espèce partout dans le monde fleurissent en même temps. En tout cas, c'est une plante qui n'est pas du tout difficile, pas du tout exigeante, tellement menacée que l'ANSD, il y a quelques années, parlait déjà d'une régression de 2800 hectares. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas que la surexploitation par l'homme, il y a aussi tout ce qui est facteur naturel. On en parlait, sa reproduction est je dirais menacée par plusieurs facteurs, mais parmi ces facteurs, il y a aussi les parasites qui viennent ronger la tige et également les singes qui sont très friands des jeunes pousses de bambou, donc, alors que la plante est encore toute petite et donc qui viennent les déterrer, empêcher leur croissance, et cela aussi est un facteur en plus, un facteur certes naturel, mais qui ne favorise pas la pérennité de l'espèce. Et pourtant, dans la conscience populaire, on a tendance à penser ou à dire même que le bambou pousse vite, non? Oui, exactement. Idée reçue? Eh ben non, absolument pas, parce que justement, certaines espèces peuvent pousser jusqu'à 1 mètre, peuvent prendre jusqu'à 1 mètre par jour. On dit qu'on peut voir le bambou grandir à l'œil nu. Imaginez grandir d'1 mètre par jour. Mais qui dit croissance ne dit pas forcément, encore une fois, floraison. Donc oui, c'est vrai, le bambou pousse comme du chien-dent. Ce serait sympa de s'installer devant et de l'observer tranquillement grandir. Eh ben, je vous propose ça pour la semaine prochaine, un instant détente. Asseyez-vous devant un bambou et regardez-le grandir. Merci beaucoup, Kessendour, et bonne semaine. Merci à vous aussi. Nancy Diouf pour refermer cette édition en beauté et justement préparer la semaine pendant ou après un bon week-end nécessite parfois que l'on pense à soi, juste à soi. Nancy Diouf, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Certains d'entre nous y vont régulièrement pour se faire chouchouter. Entre pédicure, manucure ou massage, après une dure semaine de travail, vous l'aurez deviné, je veux bien sûr parler des instituts de beauté. Et ça tombe bien, notre invitée du jour est esthéticienne de profession. Et elle a bien voulu partager avec nous ses trucs et astuces afin de passer une excellente semaine. Je vous propose de l'écouter. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, nous n'avons pas de week-end parce que nous travaillons du mardi au dimanche. Ce qui fait qu'on a juste le lundi comme day off. Bon, on essaie de faire le maximum, essayer de se reposer le maximum, essayer de faire tout ce qu'on a à faire durant le même jour, même si que c'est difficile, on essaie de s'allier avec. On essaie de se reposer le maximum possible. Après, essayer de pouvoir gérer les petites activités de la journée, comme rester avec la famille, s'occuper des enfants, après, voilà. Oui, on essaie de sortir dès qu'on a du temps libre, même durant la semaine, après le travail. Même si on a un petit temps libre, on essaie de sortir, au moins pour essayer de un peu casser la routine. Si, comme notre invité, vous avez une clientèle très exigeante dans votre travail, privilégiez beaucoup de repos dès que vous en avez l'occasion. Ça dépend de la clientèle. Il y en a certaines qui préfèrent venir durant le week-end, comme il y a aussi qui viennent juste durant la semaine.
mais après le travail. Donc, ce qui fait que des fois, on est obligé de rester tard au travail. Mais bon, ça va, on essaie de gérer. Essayons de se reposer le plus possible. Essayons de prendre soin de nous. Après, je pense qu'on pourra attaquer une très bonne semaine. Alors, Nancy Diouf, avant de vous quitter, peut-être le dernier conseil ou le conseil du jour pour démarrer la semaine du bon pied. On dit souvent que le premier repas de la semaine doit être diététique. Et pourtant, pour compenser les blues du lundi matin, rien de tel qu'un petit déjeuner gourmand avec des croissants, un café bien corsé, du jus de fruits avec plein de vitamines ou bien un chocolat chaud doux. Voilà le genre de petit déjeuner qui va sûrement vous donner envie de vous lever afin de passer une bonne semaine avec plein de motivation. Nancy Diouf, merci et bonne semaine. Merci Khalifa, bonne semaine à vous et bonne semaine aussi à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup Nancy Diouf, bonne semaine à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de Total Dimanche. Merci d'avoir suivi. Mamoudou Ibra Kane revient dimanche prochain, Inch'Allah. Moi je vous retrouve demain pour votre bloc d'information, la Total à partir de 18h30. Mais ce soir sur ITV, l'élection présidentielle guinéenne avec cette soirée électorale de la présidentielle en analyse et en chiffres avec Antoine Diouf, Hassan Gueye et Mamadou Diagne. Ce sera à 20h45. Bonne soirée sur ITV. Bonne semaine.